Doris, bonjour et merci de nous recevoir à la Iozone pour donc, la sortie du premier tome du Cercle. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter aux internautes qui te connaissent un peu mieux? Pas de problème. Donc voilà, je suis scénariste de bande dessinée pour Delcourt depuis 2008, avec une première série sortie en 2010, en janvier 2010, quelque chose comme ça. Je fais ce travail avec beaucoup de plaisir, sous la tutelle bienveillante de David Chauvel, qui m'aide beaucoup à progresser dans ce métier, puisque c'est pas ma formation. Dans la vie de tous les jours, Doris, c'est mon identité secrète. Dans la vie de tous les jours, je suis professeure de SVT en collège. Moi, j'ai toujours voulu écrire, mais c'est vrai que c'est Delcourt qui m'a offert l'opportunité de vraiment commencer à raconter des histoires. Et c'est vrai que mon boulot au collège, c'est un petit peu mon quotidien, le métier pour lequel j'ai été formée, pour lequel j'ai travaillé mes années d'études. Et une fois que j'ai pu enseigner, là je me suis à nouveau tournée vers l'écriture et j'ai pu démarcher et raconter des histoires de façon plus personnelle, on va dire, sans faire un enjeu de travail. Voilà. Et tes élèves commencent à faire le lien entre... Oui, oui, j'ai des élèves qui commencent à faire le lien. Il y en a certains qui en ont entendu parler par des frères et sœurs. Il y en a d'autres, il y a des collègues de travail avec qui j'en discute. Il y a des élèves qui ont surpris les discussions entre moi et mes collègues. Il y a une élève que j'ai croisée 2 fois sur des salons littéraires, donc qui a fait circuler la rumeur. Donc voilà, oui, il commence à faire le lien. Et la BD, c'est un univers qui t'a toujours baigné, dans lequel pendant toute ton enfance tu as lu, ou c'est un univers que tu découvres plus récemment? J'ai découvert la BD tard, en fait. J'étais une grosse lectrice, je lisais beaucoup, principalement du roman, et je me suis tournée vers la BD dans l'adolescence, au cours de l'adolescence. Et j'ai d'abord lu ce qu'on va appeler des classiques, des grands classiques, l'intégralité de Tintin, des choses vraiment, les souches de la BD franco-belge. Et puis c'est au lycée que je suis tombée sur La Quête de l'Oiseau du Temps. Et là je me suis dit, la BD ça peut être autre chose aussi, il y a d'autres choses à l'intérieur. Et à partir de là, j'ai pratiquement fonctionné que au coup de cœur. Donc je ne vais pas dire que j'ai dévoré l'intégralité de la production de BD, mais j'ai récupéré en fait des éléments qui me plaisaient. Je me suis tournée vers le comics, vers l'œuvre d'Alan Moore que j'ai adoré. Je me suis tournée au niveau de la BD franco-belge vers certains one-shots, vers des séries, et il m'arrive encore de récupérer donc des œuvres un petit peu atypiques, mais que j'aime bien. Et Delcourt me fournit une certaine quantité de ce que je lisais à la base, donc c'était assez rigolo. Et il y a eu beaucoup de mangas aussi d'ailleurs, je suis en train de penser. Fut une époque. Oui. Comment tu es arrivé? Par Chauvel, Oui, donc en fait David m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait un dessinateur avec lequel il voudrait bien travailler, donc qui était Nesquin, et j'ai fait comme d'habitude, je lui ai dit d'accord, je vais voir si j'ai quelque chose pour lui, donc généralement je vais voir ce que fait le dessinateur, et puis je me laisse s'inspirer entre guillemets par ses dessins, par ses recherches, par l'univers qu'il dégage, et là l'univers de Nesquin m'a tout de suite inspiré quelque chose de noir et de fantastique. Donc j'avais un petit peu les deux, j'ai créé les bases du cercle, du scénario du cercle, et là c'est David qui est revenu en disant pour le label Comics Fabrics, ça va être super, puisque en fait on surfe un petit peu avec le monde des super-héros, donc c'est lui qui nous a dit tel format, qu'est-ce que vous en dites? Et moi, un format qui me donne plus de pages pour m'exprimer, oui, pas de problème. Voilà. Et le fait que ce soit un triptyque, c'était aussi dans le contrat de départ ou c'est venu en rédigeant le scénario? Ça a été changé en cours de route, on était parti sur 2. Et moi, dès le départ, en fait, quand on m'a dit 2, je me sentais à l'étroit. Et j'ai rédigé les grandes lignes du 1, j'ai demandé s'il y avait moyen d'en avoir un 3e. Et comme Nesquin avance à la vitesse de l'éclair, j'ai rarement vu un dessinateur être aussi efficace,
il va plus vite que moi, donc voilà. Ça n'a pas posé de problème de passer sur un 3e tome. On savait que ça n'allait pas déranger les délais, qu'il allait réussir à produire l'intégralité sans aucun problème. Voilà, donc on m'a donné ce 3e tome et ça m'a permis vraiment de prendre mes aises, de poser mes ambiances et de poser mes personnages, ce qui était pour moi essentiel notamment. Pour justement venir à ces personnages, comment ils sont nés, tous ces êtres pourvus de pouvoirs psy, qui vivent ensemble, qui créent ce cercle entre guillemets qui reste bien mystérieux. Comment est venue cette idée, cet univers? Alors le premier personnage qui est venu, c'est Nicolas, donc c'est le personnage qui voit les couleurs différemment. J'ai écrit un texte, ça part souvent comme ça, je me mets à écrire, j'essaie de visualiser un endroit et puis je me mets à écrire. Et j'ai raconté l'histoire de cet homme qui se balade dans une ville un soir d'été, c'est étouffant, ça l'écrase, et qui voit le monde avec des couleurs que les autres ne voient pas. Et donc j'ai réfléchi à cette idée. Les couleurs qu'il voyait avaient une texture aussi, lui révélaient des choses sur l'ambiance générale des gens et des choses autour de lui. Et donc j'écrivais ce texte et à un moment le personnage dit « je vois les vraies couleurs ». Alors là j'ai la voix de Cyndi Lauper qui s'est imposée à l'arrière-plan, donc j'ai ok. Mais disons que ça part d'un contrat assez simple en fait, d'un constat pardon assez simple, puisque moi il y a une couleur que je visualise, que j'appelle le blanc, il y a une couleur que je visualise, que j'appelle le vert, parce qu'on m'a dit cette couleur c'est le vert, cette couleur c'est le blanc, mais il n'y a rien qui me prouve que, que les gens voient la même couleur que moi. Ils l'appellent juste de la même façon, mais si ça se trouve, c'est pas la même, on ne sait pas. Et tant qu'on ne pourra pas rentrer à l'intérieur de la tête de quelqu'un, on ne pourra pas savoir si les couleurs qu'il voit sont les mêmes. Et donc du coup, bon là, le personnage là, c'est très exacerbé, parce que lui, il voit carrément des couleurs qui sont différentes du commun des mortels. Hein. Et puis en plus, elles prennent corps, entre guillemets, sous ses yeux. Mais c'est ce personnage-là qui est venu en premier, avec ce pouvoir très atypique, pas forcément utile de prime abord, très oppressant parce que permanent, impossible à contrôler, hein, c'est en continu. Et en fait, ce personnage-là est venu rencontrer un personnage que j'avais créé depuis des années et qui me trottait dans un coin de la tête dont je ne savais pas trop quoi faire, qui est le personnage de Lorelai, qu'on voit aussi dans ce volume 1, et qui avait, elle aussi, donc, des capacités assez... justement pas spectaculaires, mais des capacités normales, entre guillemets. Et donc, la rencontre de ces deux personnages a créé l'univers autour d'eux, si je puis dire, et d'autres personnes se sont imposées dans cet univers. La sœur de Lorelai, voilà, parce qu'il y avait Lorelai, donc il y avait sa sœur, et puis différents autres personnages qui allaient avec le personnage de Nicolas. Voilà. Bon, ça c'est une question un peu personnelle. Oui. Moi aussi j'ai une culture scientifique. On a toujours l'impression que le scientifique cartésien ne devrait pas avoir des logiques complètement fantastiques, surnaturelles. Est-ce que tu penses que justement ton côté scientifique aide au contraire à avoir beaucoup plus d'ouverture sur justement des mondes comme les psy, le monde psy par référence? Oui, je pense. Et en plus, surtout, en fait, ça me donne une rigueur. C'est-à-dire que je ne peux pas raconter une histoire si je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour chacun de mes personnages, si je ne sais pas ce qui leur est arrivé, à quel moment, la totalité de leur façon de penser, de leur façon de réagir. J'attends qu'ils aient une voix propre, en fait, et je veux que toutes les pièces de mon puzzle s'emboîtent. Ça arrive à certains moments dans l'histoire que quelque chose se rajoute que je n'avais pas prévu, et généralement, dans ces cas-là, je prends un peu de recul, je fais « tiens, ça, je ne savais pas pourquoi ». Et tant que je ne sais pas pourquoi l'élément s'est rajouté, je prends un temps d'arrêt pour y réfléchir parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une certaine rigueur dans la résolution de l'histoire et dans sa trame globale. Voilà, donc moi je pense que le côté scientifique m'aide beaucoup pour ça. Et puis après, bon, ça permet tout un tas de détails chirurgicaux, si je puis dire. En tout cas, ma formation en SVT notamment. Et ça permet d'insuffler un petit peu de tangible, de matière dans un univers qui est complètement fantastique, quoi. On commençait à parler du rapport avec le dessinateur. Oui. Tu disais que tu t'étais d'abord renseigné sur sa façon de dessiner. Oui. Comment tu as travaillé avec lui? Tu envoyais morceau par morceau du scénario, chapitre par chapitre, parce que c'est découpé en chapitres,
où c'était tout le premier tome et on y va. Non, j'ai couru. J'ai couru. Donc j'ai fait comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que j'ai fait un dossier en disant voilà, mon univers c'est ça, mes inspirations c'est ça, mes personnages c'est ça, ils sont comme ça, j'ai envie de raconter telle chose, voici en gros d'où part mon histoire, où est-ce qu'elle arrive, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc j'ai eu un écho de David Chauvel assez rapidement, qui m'a dit ce qu'il pensait de cette histoire-là, et l'écho de Nesquin juste après. Et une fois qu'on a validé, qu'on a précisé des petites choses, etc., une fois que c'est validé, je commence à rédiger. Donc généralement, je fais un petit découpage du volume 1, et puis je commence la rédaction. Aux 3/4 du volume 1, je crois que j'ai découpé le 2 et le 3 pour être sûr de voir si on avait toutes les résolutions, si on savait bien où on allait, si tout était compréhensible. Mais d'une manière générale, j'ai très très vite couru derrière le dessinateur. Donc c'est ce qui est assez phénoménal parce que c'est un gros, enfin il y a beaucoup de planches, puis c'est des formats qui sont assez conséquents, donc on pourrait se dire que plus il y a de planches à dessiner, plus le scénariste peut prendre de l'avance. Pas du tout. Non, j'étais en retard systématiquement, c'était absolument incroyable. Donc je faisais 20 planches de scénario, je lui ai envoyé. Le jeudi, elles étaient storyboardées, le dimanche, il en avait ancré la moitié, et la semaine suivante, il fallait que je recommence. Mais moi, je ne fais pas 20 planches par semaine. Et donc, c'était relativement dur. Il y avait des moments où je prenais de l'avance, et donc, généralement, c'est là où ça a été délicat. Les moments où je prenais de l'avance et où je lui balançais, mettons, 2 chapitres, après correction et tout, je finissais le volume 1, voilà, je balance 2 chapitres, je finis le volume 1, je me pose 2 semaines pour respirer, il fallait pas, il fallait continuer, parce que du coup, j'ai à nouveau, il m'a eu rattrapé en 2 semaines. Donc non, il était tout le temps sur mes talons, tout le temps derrière moi. Et c'est très impressionnant en fait, parce que son rythme de dessin est tellement fort qu'on voyait les personnages évoluer d'une semaine sur l'autre. On les voyait prendre corps, on voyait le dessin s'affirmer, on le voyait lui, Nesquin, en train de progresser à la vitesse de l'éclair. Et c'est une expérience très enrichissante. J'ai cru que j'allais jamais arriver à lui fournir en temps et en heure le matériel dont il avait besoin. Et justement, le fait que tu voyais les dessins arriver aussi vite que tu écrivais, est-ce que ça a modifié quelque part le scénario que tu avais en tête en voyant arriver la version définitive papier? Alors, modifier le scénario, non, mais par contre, ça a donné encore plus de corps aux personnages. Ils sont vraiment rentrés en 3 dimensions. Et avant la fin du volume 3, alors qu'avec une écriture aussi rapide, on aurait pu s'attendre à ce que l'évolution des personnages par rapport à ma pensée de départ soit minime. C'était vraiment, plus j'écris vite, moins le personnage a le temps de prendre appui sur les bases posées et de changer d'idée. Là, du coup, sous la patte du dessin de Nesquin, mes personnages ont exprimé des choses que je n'avais pas prévues. Et donc, il y a eu des moments où ils se sont exprimés très fortement et ça a permis une évolution. En fait, plus lui dessinait vite, plus mes personnages évoluaient rapidement aussi. Et ils ont évolué rapidement sous ma plume également, du coup. C'était aussi très intéressant de voir ce que Nesquin était capable de faire, parce que du coup, ça m'ouvrait un monde de possibilités en termes de description. Comme je voyais qu'il maîtrisait extrêmement bien les premières planches avec Nicolas qui voit les couleurs tangibles. Je trouvais ça extraordinaire qu'il ait réussi à rendre aussi bien l'idée. Après, dans le volume 2, je me suis lâchée en termes de représentation. Je lui ai donné des descriptions monumentales, des trucs complètement irréalistes, il les a tous faits. Pas de problème. C'était pas une influence directe, mais une influence indirecte. Oui. Ça m'a brisé pas mal de barrières en termes d'écriture. Et donc, du coup, après, au départ, j'étais très directive, et puis je me suis lâchée parce qu'il insufflait des choses. Il dit là, j'ai changé le cadrage, pas de problème. C'était toujours. Enfin, moi, j'ai pas l'œil dans la caméra, alors que lui, oui, quoi. Et c'est vrai que ça m'a permis, par contre, de parler plus en ressenti, en ambiance. Et il retranscrit ces ambiances comme s'il était dans ma tête. C'est merveilleux. En y apportant quelque chose en plus. Donc, c'est très, très agréable. Je dirais que il y a certains moments, quand on travaille à cette vitesse-là et qu'on finit par perdre pied, on voit pratiquement la créature qui avance sans nous, parce qu'on n'a plus la sensation d'être aux commandes, on a l'impression que c'est en train de prendre une ampleur qu'on n'a pas du tout contrôlée. Et donc c'était très très agréable. Voilà. Alors, parmi tes personnages, t'en as qui ont des pouvoirs comme Nicolas extrêmement visuels, qui sur papier ont rendu qu'on a du mal à définir au départ. Est-ce que tu avais vraiment une idée de comment il allait se concrétiser sa façon de voir les couleurs, ou c'est Nesquin qui a tout lancé? Moi, j'avais aucune idée de la façon dont on allait montrer ça. Je savais qu'il fallait qu'on le montre. C'était très important qu'on puisse voir ce que Nicolas voyait.
mais je ne savais pas du tout comment Nesquin allait se débrouiller pour... donc sur ce point-là, en tout cas, je l'ai laissé complètement libre. J'ai juste parlé en ressenti, pour le coup, de ce que le personnage ressentait lui en tant que tel, et puis de ce que moi je visualisais en tant qu'auteur. Point de vue visuel, comment il devait dessiner ça, j'avais pas la moindre idée. C'est pareil pour les voix d'Éric, où là, au contraire, c'est auditif, donc à rendre en bande dessinée, je crois que c'était encore pire. mais je l'ai laissé relativement libre de la façon dont il représentait ça, quoi. Et tu n'as eu aucune mauvaise surprise? Aucune. Donc c'est là où c'est spectaculaire. C'est souvent les propositions faites par Nesquin étaient à la hauteur, voire supérieures à ce que j'aurais pu espérer en décrivant à fond ce que je voulais, quoi. Il était au-delà, il avait très bien compris. Et c'est d'autant plus frappant en fait maintenant qu'on voilà, on est en train de travailler sur la fin du 3, hein, il a terminé, bien sûr, normal, mais on est en train de terminer des petits bidouillages, des petits arrangements. Et quand je regarde le volume 3, j'ai l'impression qu'il est tellement rentré, qu'il s'est tellement imprégné de l'histoire qu'il n'y avait plus besoin de rien faire. Il montrait les choses sans que j'ai besoin de les décrire. On sentait que là, il avait touché du doigt tout ce que ressentaient les personnages et comment ils vivaient les choses. Donc c'est très très agréable, pour moi en tout cas, de feuilleter le volume 3, que vous avez en doute, et pas pour tout de suite, parce que là je vois le chemin parcouru et c'est très très gratifiant. C'est très plaisant de voir la série complète, de voir ce que ça rend au final et que c'est aussi dynamique, aussi parlant, alors que c'était pas gagné, c'était difficile. Alors, on a donc les personnages très visuels, tu parlais d'Éric, il y a aussi Lorelai qui a un pouvoir totalement contrôle les sentiments, donc très difficile à visualiser. Complètement. Tu avais des indications pour Nesquin, là aussi tu lui as dit, entre guillemets, débrouille-toi pour représenter. Alors, oui, là pour le coup, je lui ai donné très peu d'indications et je me suis dit que Lorelai, il allait falloir que ça se voit par ses actes. Voilà. Donc j'ai inséré des scènes où on comprenait comment elle fonctionnait et finalement c'est très peu visuel. Ça va être plus, en arrière-plan, on voit une scène qui se déroule et on comprend qu'elle agit, mais elle en parle très peu. En tout cas, dans ce premier volume, elle en parle finalement à la toute fin de ce qu'elle est capable de faire, mais elle en parle, elle, très peu. Les explications viennent par la suite. J'avais besoin qu'on l'éprouve. Autant les autres, on pouvait voir, elle, il fallait qu'on l'éprouve. Il fallait vraiment qu'on le vive, entre guillemets, par la lecture, ce qu'elle était capable de faire. Alors, maintenant, toi, tu as déjà les 3 finalisés. Oui. Tu te dis, on continue, ou tu te dis, c'est bon là, je passe à autre chose? J'adorerais, mais la prochaine fois, j'écris les 3 volumes d'un coup et je lui donne. Voilà, non, j'ai des idées, je retrouverai les personnages avec plaisir. J'ai un certain nombre de pistes que j'aurais bien envie d'explorer. Avec toujours, en fait moi si on me proposait de faire une suite et que Nesquin était d'accord, je pense que je garderais cette idée de 3 volumes une histoire, en fait, quelque chose de relativement scindé. On ne serait pas obligé d'avoir les précédents pour voir de quoi il est question, mais oui, je les suivrai bien. Moi maintenant ils existent pleinement, il y a des choses que je peux explorer encore, mais ouais, la prochaine fois j'écris tout d'une traite. Pas de problème, parce que comme ça lui il pourra aller à son rythme et moi je serai pas sous pression. Et pour toi de toute façon s'il y a une suite, c'est avec Nesquin. Ah oui, c'est inimaginable. Non, c'est inimaginable parce qu'il a donné une cohérence, une existence à ces personnages que je me vois pas donner à quelqu'un d'autre d'une manière générale, c'est pas possible. Et puis même lui, je pense que ça lui ferait bizarre de les lâcher. C'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est les siens quoi. C'est les siens. Le monde du fantastique, c'était un monde que tu voulais mettre surtout en avant, parce que quand on regarde les autres, par exemple en Badass, on est dans le super-héros à 100%, oui. Tu voulais vraiment mettre le comics au sens où tu parlais d'Alan Moore, on pourrait aussi parler de Warren Ellis, qui est aussi dans le genre fantastique, politiquement parfois très très incorrect, parfois, pour pas dire toujours. C'est des influences que tu aimes, mais que tu aimes représenter plus que le super-héros comics de base, entre guillemets. Disons que, en fait, il y a des choses qui m'ont marqué dans
ma connaissance, mon apprentissage du super-héros, il y a le fait que le super-héros il se découvre un super pouvoir et donc il faut qu'il aille sauver le monde parce qu'il a un pouvoir. C'est Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on est tellement faillible. Enfin, il y a tellement des moments où on pourrait agir et où juste parce que c'est pas facile, parce que ça prendrait du temps, parce qu'on a autre chose en tête, parce que on n'agit pas, ou on dit pas les choses. Et donc, d'une manière générale, pourquoi est-ce que les super-héros devraient être infaillibles? C'est des pistes qui sont explorées à l'heure actuelle. Hein. Il y a Irrécupérable, je crois, qui explore cette piste du super-héros, alors lui, pour le coup, qui fait une rupture complète. Mais moi, j'avais besoin d'avoir des super-héros humains, en fait. D'avoir des gens qui, ouais, j'ai un pouvoir, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je suis pas immortelle, je peux pas sauver le monde. On peut pas me demander de sauver le monde, je suis pas capable. Voilà. Donc, j'avais envie d'explorer cette piste-là. Et d'une manière générale, j'aime beaucoup les personnages faillibles. Voilà. Donc, parce que j'aime bien explorer leurs failles, savoir comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui les guide, qu'est-ce qui les motive. Et donc j'avais ça en tête. Et il y a aussi le Watchmen d'Alan Moore qui m'a pas mal guidée, puisque dans le Watchmen, ce sont des gens normaux qui ont une vie de super-héros, qui s'entraînent très dur, à part Monsieur Dr Manhattan, mais qui s'entraînent très dur et qui font de gros efforts pour être extraordinaires. Voilà, j'avais besoin de gens extraordinaires. Je voulais prendre pas le contre-pied, mais c'était pas volontaire. C'est juste que je me suis aperçue que ma ligne de conduite, c'était des gens extraordinaires qui parce que s'ils ouvrent la bouche, on va leur mettre une camisole, parce qu'ils ne se sentent pas d'aller se promener en collant fluo, ont une vie normale et se disent oui, j'ai des pouvoirs, mais peut-être que je suis lâche, mais je ne m'en sers pas, ou je m'en sers très peu, ou en tout cas, je ne m'en sers pas pour sauver le monde, parce que je ne saurais pas quoi faire. Voilà. Donc, des gens un peu plus fragiles, un peu plus humains. Donc là, on était dans l'univers de la BD. Oui. C'est aussi un univers qui est très présent dans les séries américaines, dans le télévisuel. Oui. Ça t'influence aussi, ce genre d'éléments je trouve que justement dans les séries américaines, et notamment dans les séries policières qui ont vraiment eu un impact très fort aussi sur le cercle, on a lentement basculé vers des personnages, c'est vraiment lentement, hein, mais basculer vers des personnages avec une part d'ombre, avec des rendez-vous chez le psy, avec une histoire familiale compliquée, avec des expériences traumatisantes. Et en plus, ce n'est pas donné tout de suite, on ne présente pas le personnage comme caractérisé par ces expériences traumatisantes, mais on découvre petit à petit qu'il fait son travail dans la vie de tous les jours avec ce bagage-là. Et donc, j'avais également l'envie pas de rendre hommage, mais de faire partager ça aussi par le biais de la BD et de montrer qu'effectivement cette fragilité des personnages, on pouvait raconter des choses avec également. Même avec des personnages aussi extraordinaires que les personnages du cercle, souvent leur psyché, leur vécu, leurs expériences vont avoir plus d'impact que leur pouvoir sur leurs décisions et sur leurs actes. Et je trouve que c'est également le cas dans la vraie vie. C'est plus souvent notre instinct, nos tripes, entre guillemets, qui parlent que nos compétences réelles. Donc pour toi, oui. Le cercle, entre guillemets, le premier cycle, oui. Optimiste, c'est fini. Oui. Tu es déjà sur un autre projet ou tu te fais une vraie pause? Alors non, en fait là je travaille sur tout ce que j'ai mis de côté pour finir à temps. Voilà, donc là je suis en train de finir l'adaptation d'Evernight, des enfants d'Evernight qui est sorti chez Delcourt aussi en jeunesse. Je suis en train de finir l'adaptation en roman pour les éditions Castelmore, donc ça sortira en janvier 2014. Je suis dans la rédaction du volume 3 des enfants d'Evernight, pareil pour 2014. Et je suis également dans l'écriture du volume 2 d'une série qui s'appelle Souffle Vent et qui sortira chez Delcourt en 2014, avec Xavier Colette au dessin, qui est un steampunk mélangeant le Pony Express et l'aéropostale. Voilà. Parce que je trouve que ça va bien ensemble. Donc là, ça fait du travail, je pense que j'en ai facilement jusqu'à la fin de l'été. Donc vraiment pas de repos, Si, j'aimerais bien. Quelques vacances, mais pas profiter des grandes vacances. Ah si, je vais partir un petit peu, je pense que je vais prendre une semaine et demie de repos aux vacances de printemps, et puis après on va... Les 15 se réveillent. Oui.